Bienvenue sur la chaîne Happy Mining, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment choisir son alimentation pour le minage. Donc je vais vous présenter différents choix possibles d'alimentation. Voilà, donc on va commencer. Le choix va aussi être déterminé par évidemment le prix, la puissance de l'alimentation, le bruit qu'elle va faire et éventuellement la fiabilité et la robustesse de l'alimentation. Voilà. Donc on a basiquement, je vais vous montrer trois types d'alimentation. On a des alimentations au format ATX, format standard, de type modulaire. Voilà. On a des alimentations toujours au format ATX de type non modulaire, donc avec tous les fils qui sortent de l'alimentation. Voilà. Et nous avons aussi des alimentations qui ne sont pas au format standard ATX. Alimentation dite serveur, qui servent à la base pour alimenter des serveurs. Donc on va voir ça, je vais vous les présenter, les différentes caractéristiques. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des alimentations, on va dire, de marque, hein, comme par exemple des Cooler Master, des Seasonic, ou là devant on a de la Cooler Master. Corsair, je voulais dire peut-être. Voilà. Et on a des alimentations dites chinoises, qui sont bon marché, qui offrent souvent beaucoup de puissance. Donc ça c'est un exemple avec une alimentation de chinoise 1600 watts. Voilà. Donc on va commencer par les alimentations, je pense que tout le monde connaît. Donc on peut très bien utiliser pour le minage des alimentations au format ATX de type modulaire, des alimentations de marque, comme j'ai dit. Donc les caractéristiques principales de ces alimentations, c'est qu'elles sont relativement silencieuses. Les ventilateurs sont souvent auto-régulés. Ces alimentations sont garanties beaucoup d'années. Donc là on peut voir par exemple cette Cooler Master 1250 watts est garantie 10 ans. Voilà, donc il y a une bonne garantie. Ce sont des composants qui sont en général assez fiables. Dessus, c'est une alimentation modulaire, donc on peut brancher un certain nombre de PCIe et de SATA Molex. Voilà, donc là on est sur une alimentation Cooler Master 850 watts. Voilà, la B850. Et donc dessus on peut brancher 5 PCIe. Donc en fait, pour choisir un peu l'alimentation que vous allez avoir besoin, il faut déjà aussi connaître la puissance nécessaire pour votre rig de minage. Donc pour ça, c'est principalement prendre les différentes cartes graphiques et les additionner leur puissance avec l'overclocking. Donc en général, on prend la puissance des cartes overclockées et plus on rajoute une centaine de watts pour le reste du rig, pour les cartes mères, processeurs, etc. Et enfin, on se garde une marge d'au moins 20%. C'est à peu près le classique d'essayer d'avoir au moins 20% de marge sur l'alimentation. Voilà. Donc ça va déterminer la puissance nécessaire. Donc après, sur un rig de minage, on peut être amené à utiliser plusieurs alimentations. Donc des fois, on utilise souvent deux alimentations. Et on peut utiliser un coupleur d'alimentation pour brancher une deuxième. Voilà. Bon, ça c'était pour le petit aparté. Le calcul de la puissance, une fois qu'on se dit bon, on va utiliser une alimentation, on a besoin de 850 watts par exemple, il faut aussi regarder le nombre de sorties PCIe, parce que ça va déterminer aussi combien de risers et de cartes graphiques on va pouvoir brancher. Donc là il y en a 5, mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'alimentation qui va être utilisée en principal, elle va devoir aussi alimenter la carte mère et le processeur. Et donc le processeur en général sur les cartes mères, il utilise une sortie PCIe. C'est même marqué dessus, on va marquer PCIe CPU. Donc c'est à dire qu'on peut utiliser indifféremment n'importe lesquels pour les PCIe et les CPU. Donc il y en a une qui va être utilisée pour les CPU. Donc là il va rester 4 sorties. Voilà. Donc typiquement, si on va mettre des cartes qui consomment quand même assez généreusement et qu'on veut aussi alimenter les risers, avec du PCIe et pas du SATA, on va utiliser une sortie pour alimenter par exemple 2-3 risers avec un splitter pour dédoubler, et les 3 autres on va l'utiliser pour alimenter des cartes.
Donc après ça va dépendre de la puissance de vos cartes, mais voilà, typiquement sur ce genre d'alim on peut monter environ 3 à 4 cartes graphiques environ. Ça peut monter à 6 si on met des cartes qui consomment vraiment très peu, des cartes comme des 6600, 6600 XT, où là on va pouvoir avec un seul câble alimenter de plusieurs cartes graphiques. Voilà, bon ça c'était pour l'aparté sur un peu la méthodologie pour choisir son alimentation. Et donc ces alimentations, la particularité aussi, ce qu'il faut se poser la question, c'est est-ce que mon alimentation va pouvoir démarrer la carte mère? C'est-à-dire que ça c'est une alimentation standard ATX avec un câble qui est fourni 24 broches. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble le 24 broches. Voilà, il y en a un sur la version non modulaire. Donc ça va permettre de démarrer la carte mère. Donc c'est-à-dire que votre carte mère, si elle a un 24 broches, hein, si c'est une carte mère standard ATX, elle va avoir besoin de ce type de câble pour démarrer. Voilà. Ce que vous n'avez pas par exemple sur cette alimentation serveur. Vous avez ce qu'on appelle une breaking board qui permet de brancher dessus des câbles PCIe. Mais dessus on n'a pas de sortie 24 broches. Donc nécessairement cette alimentation serveur sera utilisée en secondaire. C'est pas elle qui sera là en principal pour démarrer la carte mère. Voilà. Donc elle est beaucoup utilisée en secondaire. Je reviendrai là sur cette alim un peu plus tard. Voilà, donc on a vu une alimentation modulaire de marque, entre guillemets, hein, non chinoise, hein, même si tout est un peu fabriqué en Chine. On a la version, donc on passe donc en alim de marque, pardon. On a en termes de puissance, en général on trouve beaucoup d'alim à 850 watts, 1000 watts, 1200 comme celle-là que je n'ai pas déballée. La 1200 watts elle a 6 sorties PCIe. En général, sur ce type d'alimentation, on a rarement plus de 6 sorties. Bon, c'est déjà pas mal 6 sorties, mais sur les alimentations de marque, Cooler Master, Corsair, etc., ça dépasse rarement les 1200 watts. Il y a quelques modèles un peu plus, mais là, les prix explosent. Donc au niveau des prix, je ferai le petit comparatif à la fin, sur le prix moyen. Voilà, donc on a des alimentations de marque, 850, 1000, 1200 watts. Ensuite, si on a besoin de plus de puissance ou qu'on veut mettre moins cher dans une alimentation, on a les alimentations dites chinoises. Voilà, donc après, dans les alimentations chinoises, il faut faire attention parce qu'il y a différentes qualités d'alimentation chinoise et on trouve beaucoup de prix différents. Les alimentations chinoises, en général, j'orienterais un client, un mineur, vers plutôt... S'ils ont besoin de beaucoup de puissance, alimenter des 3080, 3090, de partir sur des alims de ce type là, en 1600 watts. Ça existe aussi en 2000 watts, ça existe aussi en 2400 watts, voire des fois un peu plus. Voilà. Donc ça c'est en général ces alimentations qui ne sont pas modulaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas brancher les câbles de manière modulaire sur l'alimentation. Il y a tous les câbles qui sortent. Donc ces alimentations au format ATX ont nécessairement un 24 broches. Un câble pour alimenter le CPU, là on voit en bleu. Des câbles, des câbles SATA, des câbles Molex. Et on trouve aussi donc des câbles PCIe. Et donc ce qui est bien avec ces alimentations là, comme elles ont beaucoup de puissance disponible, elles fournissent souvent beaucoup de câbles PCIe. Donc sur cette alimentation, il me semble de mémoire, il y en a 8. Il y a 8 sorties 8 câbles PCIe en Y, donc ça fait 16 de base, 16 8 pins. Voilà, comparativement à la 1200 watts qui a 6 sorties et la 850 5 sorties. Mais bon, après c'est logique, avec des alimentations moins puissantes, il y a moins de sorties, mais on nécessairement va être amené à alimenter quand même moins de cartes. Voilà. Les câbles sur les alimentations chinoises en général, en tout cas sur ce modèle là, Kingxi 1600 watts, il y a aussi la Lianli 2000 watts qu'on fait sur la boutique. Les câbles sont souvent assez longs, donc c'est très pratique pour faire les branchements. Il y a même des câbles de différentes longueurs pour les raccordements proches de l'alimentation et ceux qui sont plus loin, plus éloignés. Voilà, donc il y a beaucoup de câbles. Alors après c'est un peu plus la jungle, hein. C'est sûr que quand on regarde c'est un peu plus encombrant, donc il faut un petit peu plus faire de câble management sur le rig. Contrairement à une modulaire, on va mettre uniquement les câbles que l'on veut. Voilà. Après la différence entre les deux, ça va être, on va se poser bon, déjà il y a le prix.
Donc par exemple une alimentation 850 watts Cooler Master, c'est environ 130 €. La version 1250 watts, ça va être environ 220 €. Voilà, 220 €. Et la 1600 watts Kingxi chinoise, elle est à environ 165 €. Et son homologue 2000 watts est à 185 €. Voilà. Donc c'est sûr, forcément pour 1600 watts, on est à 165 €. Et là on a 1250 watts, donc on en a moins et ça coûte plus cher, on est à 220 €. Voilà. Après c'est toujours des choix. Il y a des clients, des personnes qui vont préférer rester sur du connu, des alimentations garanties, longtemps, plusieurs années, avec des composants censés être de meilleure qualité. Alors après, honnêtement, je ne suis pas ingénieur en fabrication d'alimentation, donc je vais pas vous démonter les alimentations pour essayer de voir si les condensateurs, etc. sont mieux. Je ne sais pas. En tout cas, c'est censé quand même être plus fiable que des alimentations dites chinoises, donc elles sont moins chères. Donc forcément, au niveau des composants à l'intérieur, peut-être que ça peut jouer dessus. Après, honnêtement, moi avec ce type d'alimentation, j'ai jamais eu de problème ou de retour comme quoi des câbles ont fondu ou que ça s'est mis à brûler, etc. Donc ça, c'est pour vous rassurer. En tout cas, ça marche en général très bien. Et donc aussi au niveau des retours, des problèmes qu'on peut avoir, statistiquement, j'ai pas beaucoup plus de problèmes avec des alimentations chinoises de ce type, de cette marque là, de ce fournisseur là. Après évidemment, comme je vous ai dit, il y a différentes qualités d'alimentation chinoise, donc faites attention quand même, regardez bien les retours, les commentaires des gens. Voilà, en tout cas j'ai pas eu plus de retours sur ces alimentations chinoises que des alimentations type Corsair ou Cooler Master. C'est à peu près, voilà, il y a toujours 2-3% de canards boiteux. Mais voilà, c'est à peu près ça statistiquement. On est à peu près à 2-3 alignes sur 100 qui peuvent avoir un problème. Voilà. Mais j'ai pas constaté plus de problèmes sur des alimentations chinoises ou des départs de feu, ou etc. Des câbles qui brûlent, etc. qui fondent. Voilà. Ensuite, l'alimentation serveur. Donc je l'ai gardé pour la fin, c'est un peu plus spécifique. Donc comme je l'ai dit, c'est des alimentations qu'on va utiliser forcément en secondaire. On ne va pas alimenter une carte mère avec, même si peut-être il existe des breakout boards, peut-être avec la possibilité de brancher un 24 broches, mais je ne suis pas expert dans les alimentations serveurs. En tout cas, ça, c'est une alimentation serveur qu'on trouve souvent des versions 1200 watts. Voilà, 1200 watts. Avec, donc là c'était ma petite fiche avec les prix que je m'étais noté pour comparer les alignes. Voilà. Donc cette alimentation serveur, par défaut, c'est livré sans la breakout board. La breakout board, c'est la petite carte qui vient sans fichier dans l'alimentation. Et donc il y a des breakout boards avec en général un certain nombre de sorties 6 pins. Donc il y en a avec 10, 12, ça c'est un modèle avec 17 sorties. Voilà, et on va mettre dessus des câbles un peu spécifiques. Donc d'un côté c'est du 6 pins, et puis de l'autre on va avoir un 8 pins 6+2. Voilà. Et donc en général, sur ce type d'alimentation, on va être amené à brancher une douzaine de câbles dessus. Donc en secondaire, c'est-à-dire que la spécificité, c'est que pour démarrer cette alimentation sur un rig de minage en secondaire, il faudra, avant de démarrer l'alimentation principale, que le rig se lance, il faudra nécessairement démarrer cette alimentation là en premier. Donc il y a un petit bouton on-off sur la breaking board. Donc il faut d'abord démarrer l'alimentation secondaire, puis déclencher le démarrage du rig. Voilà, c'est la petite spécificité de cette alimentation là. Sinon après ça fonctionne comme une autre, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite en termes de prix, on est sur environ 200 €. Donc 200 € pour 1200 watts, sachant que c'est des alimentations à ce prix là qui ne sont pas neuves. Elles sont souvent reconditionnées. En neuf, ça serait beaucoup plus cher. Donc on les trouve sur le marché souvent reconditionnées. Donc elles sont testées en général, je pense.
Et on les trouve environ à 200 € avec la breaking board et une douzaine de câbles. Voilà. Parce qu'évidemment l'alimentation toute seule elle coûte moins cher, mais on peut rien en faire. Donc on a besoin d'une breaking board, c'est une quinzaine d'euros, vingtaine d'euros. Et après une série de câbles PCIe 6 pins vers 8 pins pour pouvoir alimenter nos cartes graphiques et Riser. Voilà. Voilà, et donc pour les comparer encore entre elles, au niveau du bruit, donc parce qu'on a vu le prix, je reviens sur le bruit. Donc pour moi, en termes de bruit, de nuisance, les alimentations de marque modulaire ATX classique font vraiment pas beaucoup de bruit, hein. C'est un souffle, ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Je vais peut-être faire une autre vidéo plus tard en mesurant les bruits, mais celle-là, bon, c'est vraiment... et puis on va dire que tant que ça mine pas à pleine charge et que ça commence à chauffer, le ventilateur ne se déclenche même pas. Donc ça fait vraiment pas beaucoup de bruit. Les alimentations dites chinoises, elles sont parfois régulées, parfois non. Ça fait plus de bruit que des alimentations de marque, c'est clair. Et selon la puissance de l'alimentation chinoise, ça va faire plus ou moins de bruit. Voilà. La 1600 watts, ça va encore, je trouve. La Lian Li 2000 watts, faut faire un petit peu attention. Ça va faire un peu plus de bruit, et puis il faudra pas mettre ça dans une chambre à dormir, par exemple. Donc il faut que ça soit dans un garage ou un local ou un lieu où ça dérange moins. Et les alimentations serveurs, alors honnêtement, j'ai testé ça. Moi j'en utilise pas d'habitude, je reste plutôt sur des alimentations ATX. Et donc j'ai testé ça ce matin, j'ai branché 6 cartes dessus, des 3060 Ti, je l'ai lancé et ça faisait pas de bruit. Alors que c'est réputé quand même pour faire beaucoup de bruit. Parce que le ventilateur qui est dedans souffle assez fort, assez vite, mais là le ventilateur n'avait pas l'air de se déclencher à ce moment-là. J'ai laissé tourner et vous me mettrez en commentaire hein, si d'autres personnes ont plus d'expérience sur ces allumes-là. En tout cas, j'ai déjà vu des vidéos ou même des clients qui m'ont dit que ça faisait du bruit. Hein. Donc voilà, j'étais surpris. J'en ai testé une autre en me disant bon bah peut-être qu'il y a un problème avec le ventilateur avec celle-là, mais c'était pareil avec l'autre. Le ventilateur n'avait pas tendance à se déclencher, même en alimentant 4-5 3060 Ti qui est en train de miner, quoi. Mais voilà, mais en principe, attention, les allumes serveurs peuvent faire beaucoup de bruit aussi. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de notre petit comparatif sur les alimentations pour le minage. Donc j'espère que ça vous aidera un peu à faire vos choix d'alimentation. Donc il y a du choix, c'est intéressant, il y a différents types d'alimentation. Et pour ouvrir vers une autre conclusion un peu sur un autre sujet connexe, ils sont en train de revoir les spécifications des alimentations ATX. Ils sont en train de revoir les formats des câbles PCIe. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais ils sont en train de revoir la spécification PCI Express. Et donc ils sont en train de mettre un nouveau standard en place. Et donc je crois qu'il y a déjà des alimentations qui ont été mis au catalogue et qui vont bientôt sortir, qui vont permettre, au lieu d'avoir un câble PCIe qui va pouvoir supporter à peu près 300 watts sur le câble et 150 watts sur un 8 pins, on va être sur des valeurs de puissance, on va être à plus de 600 watts sur un câble. Voilà, donc c'est un nouveau standard qui est en train d'être mis en place, qui va permettre aussi de supporter les nouvelles générations de cartes graphiques qui consomment de plus en plus. Donc les RTX série 4000, les 4 sont annoncés à des valeurs à plus de 500 watts en TDP sur la carte. Donc on verra concrètement à leur sortie. Mais ils ont prévu un nouveau standard. Donc on verra comment ça va évoluer. Il y aura peut-être des câbles adaptateurs. Il y aura peut-être des alimentations qui gèrent un peu les deux de manière hybride avec différents types de sorties. Donc voilà. Donc c'est en train d'évoluer. Ça faisait pas mal d'années que ça n'avait pas trop bougé sur les normes PCIe. Voilà, donc on va voir, c'est intéressant aussi, on va voir l'évolution. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante pour vous, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Happy Mining, et bon minage à tous.